de ANDD-PADS. Il a des problèmes de santé sérieux qui ne lui permettent pas d'être là physiquement. Mais il est représenté par moi en tant que camarade, mais aussi par notre fils qui, je ne sais même pas s'il sait toujours le paragraphe, au moment des congrès de 72, les deux congrès, j'étais enceinte de l'an 2. J'étais enceinte par donc lui aussi, on doit lui dire bon anniversaire parce qu'il fête les 50 ans. Monsieur le Président du comité d'organisation, Messieurs du Président, chers invités en vos rangs, grades de qualité, chers camarades, à l'entame de mon propos, je veux saluer toute la gauche, tous les patriotes qui, durant 5 décennies, ont lutté farouchement et avec détermination pour le progrès et la démocratie au Sénégal. J'ai une pensée pieuse pour tous nos camarades qui nous ont quittés toutes ces années durant. Je veux aussi affirmer notre victoire, car les acquis d'aujourd'hui et qui ne sont pas petits, ne sont que le fruit des luttes que nous avons menées. Soyons fiers de notre engagement auprès des masses populaires, hommes et femmes, jeunes et vieux, qui a permis une prise de conscience politique, la législation des partis politiques, la liberté d'expression et d'organisation sur le plan syndical et associatif. En un mot, l'avancée des conquêtes démocratiques. Notre génération a marqué son temps au Sénégal et en Afrique. Elle a suscité des leaders politiques tels que Thomas Sankara au Burkina Faso et Jerry Rawlings au Ghana. Elle a soutenu avec foi et confiance les luttes de libération nationale dans notre sous-région, en Guinée-Bissau et au Cap-Vert, mais aussi en Angola, au Mozambique, en Namibie, en Afrique du Sud contre l'apartheid. Nous avons soutenu, encouragé nos camarades au Mali, en Côte d'Ivoire, au Niger, au Burkina Faso, au Libéria et en Sierra Leone. Aujourd'hui, 50 ans après, c'est avec fierté que nous pouvons écrire notre histoire. Car c'est avec des mains nues que nous nous sommes battus contre les différents régimes néocoloniaux, à l'université, au lycée, dans le quartier, au village, dans le syndicat, et partout, nous avons affronté les forces rétrogrades. Nous avons participé pleinement à 2 alternances, et la lutte continuera avec d'autres générations jusqu'à la victoire finale. C'est cela notre credo. Tout a commencé à Paris en septembre 1966, lorsque je suis entrée à l'Institut national des statistiques et des études économiques INSEE. Mao Tse-tung avait lancé en Chine, le 16 mai 1966, la grande révolution culturelle et prolétarienne, GRCP. À l'école, il y avait une section de l'Union des jeunes communistes marxistes-léninistes, de tendance maoïste, que j'ai intégrée. Et c'est ainsi que j'ai été initiée au marxisme-léninisme et à la pensée Mao Tse-tung. C'est Landine qui parle, c'est pas moi. Dans le même temps, j'ai rejoint l'association des étudiants sénégalais en France, l'ASF, la section sénégalaise de la Féance, où, dès l'année universitaire 68-69, j'ai été élu, 67-68, j'ai été élu secrétaire général, et en 68-69, président de l'ASF. Au cours de ces 2 ans, avec d'autres camarades, nous avions rejoint le mouvement des étudiants du PAI en France, dans le cadre de cercles d'études avec des aînés comme feu, le professeur Babacar qu'on appelait Doudou Sine et autres. Rapidement, nous nous sommes séparés
de la grande controverse sino-soviétique dont on a parlé tout à l'heure. Nous sommes devenus un groupe indépendant, marxiste-léniniste, armé de la pensée Mao Zedong. Nous avons commencé un travail à l'intérieur de l'ASF pour contrer les thèmes révisionnistes des étudiants du MEPAI. Durant ces années, nombre d'actions dont les plus éclatantes ont été l'occupation de la place du Sénégal à Paris, par solidarité avec nos camarades de Dakar, de l'université et des écoles qui étaient en grève et réprimées en 1969, et nous faisions du travail auprès des travailleurs immigrés où certains camarades avaient des acquis solides dans les foyers. C'est ainsi qu'à la fin de l'année scolaire 1969, il avait été décidé le principe du retour au Sénégal pour ceux qui avaient terminé leurs études et ceux qui pouvaient continuer leurs études à l'université de Dakar. Dès les vacances de 69, ceux qui sont rentrés ont pris contact avec les éléments du Parti communiste sénégalais, qui était le mouvement d'obédience maoïste, et les leaders du mouvement LF, car le mouvement étudiant était entièrement contrôlé par le MEPAI. La première réunion, effectivement, s'est tenue dans la maison familiale de Marie-Angélique Sagna, devenue par la suite Madame Sarani, avec des éléments du groupe venus de France, les représentants du PCS et les élèves issus de la grève de 1969. Les activités ont eu comme cible principale l'université et les lycées. Rapidement, la contestation des dirigeants de l'UDES et de l'UED, qui étaient les deux grandes organisations à l'université, a permis de proposer une ligne nouvelle dans la marche du mouvement étudiant. Ainsi, les réunions des AG étaient devenues des joutes oratoires entre lignes idéologiques qui prolongeaient la grande controverse sino-soviétique dans le milieu étudiant. Nous nous sommes présentés aux élections à la direction de l'UDES et du CERA. Malgré notre position minoritaire, nous avons pu rallier à nos thèses des indépendants, ce qui a apporté des changements dans le fonctionnement du CA, des assemblées générales et des méthodes de lutte. Cela a suscité un grand engouement dans le mouvement étudiant et une plus grande participation à toutes les activités. C'était une sorte de renaissance. Ainsi, dès la rentrée 70-71, qui était un acquis des luttes de 68-69, pour la première fois, l'université a décidé d'organiser des élections dans chaque faculté pour désigner des délégués qui allaient pour la première fois siéger avec droit de vote à la première assemblée de l'université ouverte à tous les acteurs. Notre activisme dans les facultés et à la cité universitaire nous avait valu beaucoup de sympathie auprès des étudiants. Et nous avons non seulement pu faire passer des camarades sympathisants, mais aussi des camarades, mais aussi des sympathisants. Le MEPAI était pour la première fois minoritaire dans la représentation des étudiants. C'est une camarade, en l'occurrence Marie-Angélique Sagna, qui a dirigé la délégation comme porte-parole à l'Assemblée de l'université. Il en est résulté l'élection à la majorité du professeur Souleymane Niang, considéré alors comme opposant au régime de Senghor et qui est devenu recteur de l'université de Dakar en décembre 70, contre le candidat du pouvoir de Senghor, le professeur Matadoussi. Une petite remarque, chaque fois qu'il me voit, 50 ans après, il me rappelle que c'est à cause de lui qu'on a raté sa première élection à l'université. Cette victoire éclatante a créé une tension extrême entre le pouvoir et les étudiants. Aussi, dès la première grève de 1971, le pouvoir en a profité pour fermer l'université de Dakar et renvoyer définitivement de l'université de Dakar les fameux 49 étudiants. Les garçons, dont Diop de Croix, ici présents, ont été enrôlés de force dans l'armée et amenés en Casamance, non loin de la frontière avec la Guinée-Bissau, où le PAIGC
lutte de libération. L'un d'eux, Al-Hussein Cissé, sera assassiné lâchement dans les forêts de la Casamance. Les filles, nous étions 6, considérées comme moins dangereuses. On a été abandonnées à notre propre sort. Il y avait la camarade Anta Diouf et moi-même comme camarade. Ce fut le début d'une véritable lutte de positionnement idéologique et politique entre partisans de la Ligue soviétique et partisans de la Ligue maoïste. D'autres courants naîtront de cette lutte. Dans les lycées, beaucoup d'enseignants vont commencer aussi à organiser clandestinement les élèves. Ainsi, les luttes de cette période tourneront particulièrement autour de la jeunesse, du fait de la caporalisation des syndicats par la CNTS, qui avait éliminé l'UMTS, jugé opposant, et qui prenait la participation responsable. Dans les quartiers, il y avait des associations de femmes et de jeunes, et le PCS nous avait orientés vers l'alphabétisation avec le Wolof. Nombre d'activités vont être organisées, avec des campagnes de Daxibao, des tracts, des cercles de discussion dans tous les grands quartiers de la capitale, mais aussi dans d'autres villes des régions, Saint-Louis, Thiès, etc. Les interventions lors des conférences publiques avec des bagarres à l'université. Ces conférences étaient organisées essentiellement soit par les étudiants de Dakar, soit par les étudiants de la section jeune du mouvement des jeunes de l'UPS. Il y avait aussi des conférences au Centre culturel africain, devenu plus tard Centre culturel de Senghor, qui était à l'époque à l'avenue Malexi, ou alors à la Maison des jeunes de Dakar, aujourd'hui devenue la mosquée omarienne. Et il y avait des confrontations réelles entre les étudiants d'obédience de gauche, essentiellement, et de l'autre côté, les étudiants de l'UPS. J'ai tenu à évoquer ces premières années qui étaient notre baptême de feu et ont assis notre marque de fabrique pour faire un parallèle avec ce qui se passe aujourd'hui avec la jeunesse. À l'époque, c'était la jeunesse révolutionnaire, armée de la pensée Mao Tse-tung, qui voulait libérer le Sénégal du joug du néocolonialisme et qui attendait des expériences d'encadrement en milieu rural, qui a intégré les ASC, a créé des mouvements de femmes, de bacheliers chômeurs, tout cela dans la clandestinité, bravant les risques d'arrestation, de torture et de disparition. La publication de Hariri non autorisée, dont la distribution était un chef-d'œuvre d'organisation, de discipline, de rigueur et de ferveur pour la cause du peuple. Aujourd'hui, à l'ère du buzz, du selfie, du matu-vu, il est presque impossible de réussir une telle opération. Pourtant, la légalisation intervenue en 1982, puis la fusion avec d'autres partis de gauche, nous ont fait passer à une phase de massification qui a rendu la gestion du parti beaucoup plus complexe face à un monde dominé par l'ultralibéralisme, les inégalités sociales plus grandes, même si une classe moyenne avait émergé entre-temps. Pour faire face, Amidif a connu des coalitions, mais a vécu aussi des ruptures parfois déchirantes. Aujourd'hui, il s'agit d'un exercice de mémoire pour échanger et communier sur des faits marquants. Mais quelles sont les tâches de l'heure? Il s'agit en effet de redonner aux jeunes d'aujourd'hui, bousculés par une société de consommation, sans repère, incapable de définir de nouvelles voies où les valeurs auraient un sens. Notre tâche aujourd'hui, c'est de recréer l'espérance autour des valeurs d'honnêteté, de justice sociale, de liberté, de démocratie, d'égalité et de fraternité. Aujourd'hui, nous devons traduire aux jeunes le sens de l'effort, la détermination, l'engagement, ce qu'on appelait à l'époque l'esprit de Yukon, ancré dans leur mentalité que leur avenir réside dans ce Sénégal, même décomposé, mais qu'il faut rebâtir.
La fuite en avant dans la violence ou dans les bateaux n'est pas une solution. C'est dans son quartier, son village, son lieu de travail, à l'université, dans les écoles, que le jeune aura à former, organiser, défendre ses idéaux d'une société nouvelle. Notre tâche, alors, c'est de créer un pont intergénérationnel avec la jeunesse pour transmettre, encadrer et